Bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question macroéconomique des banques en Europe. On ne parlera pas du détail de chaque banque, mais la question macroéconomique est intéressante, notamment après la réunion d'Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy à Berlin le 9 octobre dernier. Il a été question d'une recapitalisation assez rapide du système bancaire européen. Et ce point est intéressant parce qu'on se souvient qu'à la fin du mois d'août, lors de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole aux États-Unis, Christine Lagarde, directrice générale du FMI, avait évoqué cette question de la recapitalisation des banques européennes et on lui avait fait comprendre qu'elle n'était pas tout à fait dans les clous. Là, la situation change. Alors, essayons de comprendre les raisons de ce mouvement, de ce changement de perspective sur les banques européennes. Première question, est-ce que les banques européennes sont sorties de la crise de 2008? Ça, c'est un premier élément tout à fait important. Est-ce que finalement le fonctionnement des banques européennes est revenu de façon similaire à ce qu'il était avant la crise de 2008? Alors là-dessus, on peut avoir différents éléments, différentes perceptions. Premier élément qui nous paraît important, c'est l'évolution des facilités de dépôt. Vous avez ici, sur ce graphique, les dépôts qui sont mis par les banques auprès de la Banque centrale. Alors, je remonte au début de l'année 2007, on pourrait remonter beaucoup plus loin. L'allure serait tout à fait la même, équivalente à celle qu'on voit au début de l'année 2009, c'est-à-dire des facilités de dépôt, c'est-à-dire des dépôts des banques auprès de la Banque centrale qui étaient extrêmement réduits. Ces dépôts sont rémunérés aujourd'hui à 0,75% et on voit que depuis l'été 2007, eh bien, il y a un mouvement d'accélération qui s'est opéré et à la fin, au début du mois d'octobre de cette année, on était aux alentours de 200 milliards d'euros, donc un mouvement considérable. Ça veut dire que les banques, pour l'instant, ont un comportement particulier par rapport à ce qu'elles connaissaient avant. Elles ont aujourd'hui des dépôts en réserve auprès de la Banque centrale au cas où. C'est-à-dire qu'on sent bien que la situation n'est pas encore réellement redevenue comme avant. L'autre point qu'on peut évoquer très rapidement, c'est d'observer que la Banque centrale européenne, la BCE, reste toujours sur des procédures d'apport de liquidité qu'on appelle non orthodoxes. C'est-à-dire qu'avant la crise, on n'avait pas de procédure d'apport de liquidité à très long terme, à 6 mois, à 12 mois. La Banque centrale européenne a adopté ce type de procédure et les a remis en œuvre, que ce soit lors de sa réunion du mois d'août ou du mois d'octobre. Et puis elle intervient aussi d'une façon un peu différente. Auparavant, elle apportait des liquidités et puis les taux d'intérêt s'ajustaient en conséquence. Aujourd'hui, elle fixe les taux d'intérêt et les banques peuvent disposer des liquidités qu'elles souhaitent, d'où cet apport tout à fait considérable sur les facilités de dépôt. Donc on voit bien que la situation n'est pas revenue comme elle était avant. Et on voit bien la configuration. C'est-à-dire que les banques, dans la période antérieure à la crise, avaient un développement autonome et la Banque centrale européenne agissait comme une contrainte. Elle limitait les liquidités, elle gérait les taux d'intérêt et cela contraignait l'ensemble du système bancaire. Aujourd'hui, malgré un désendettement fort de la part des banques, on sent qu'elles n'ont pas retrouvé cette autonomie de fonctionnement. Elles ont besoin de s'alimenter en liquidité auprès des banques, auprès de la Banque centrale. Et on voit bien que par ce biais, la situation n'est plus tout à fait la même. Donc, on a encore des banques qui sont très dépendantes de la Banque centrale. Quand on regarde aux États-Unis, cette question n'est pas posée de la même façon. Les banques ont recapitalisé très fortement en 2009-2010 et la procédure d'apport de liquidité, le TAF, aux États-Unis a été arrêtée par la Fed en 2010. Donc on n'est pas dans la même situation. Alors qu'est-ce qui fait que finalement les Européens n'ont pas souhaité restructurer et modifier leur système bancaire de façon aussi rapide qu'aux États-Unis? Eh bien on a une réponse en regardant la taille des banques européennes. Quand on prend la taille le total des actifs des banques en pourcentage du PIB, eh bien on s'aperçoit que pour les 3 plus grandes banques en Hollande, on est à 406%. Je reprends les chiffres de Nicolas Véron de Bruegel, qu'il cite dans un papier récent. 406% en Hollande, 250% en France, 120% en Allemagne, mais simplement 43% aux États-Unis. Ça veut dire qu'on a des champions nationaux et qu'il est considéré en Europe que ces champions nationaux
comme il y a peu d'opérations transfrontières, on ne voit pas beaucoup d'opérations entre pays européens, eh bien on essaie de conserver ces champions et avec probablement des ajustements qui sont plus longs, plus durs, plus lourds à faire. Et de ce fait-là, eh bien, la situation est maintenue en l'état et il n'y a pas les ajustements qu'on observe notamment aux États-Unis. Donc ça, c'est un facteur qui a retardé l'ajustement sur l'ensemble du système bancaire. Alors, qu'est-ce qui fait que les choses ont changé récemment? On a vu depuis quelques mois que les banques européennes étaient dans une phase fragilisée par les dettes européennes. On a beaucoup parlé de la Grèce et on voit bien la problématique quand la valeur des obligations baisse, eh bien, c'est-à-dire quand les taux d'intérêt montent, les banques qui ont ces obligations en portefeuille voient le total de leur portefeuille se dégrader. C'est cette question-là qui est posée. Alors les Européens considéraient, et c'est la polémique qu'il y avait eu avec Christine Lagarde, les Européens considéraient que cette crise pourrait être gérée assez rapidement et qu'il n'était peut-être pas nécessaire de modifier durablement la situation des banques. Le FMI, par la voix de Christine Lagarde, considérait que pour eux, la crise était beaucoup plus longue à régler et que pour retrouver des degrés de liberté du côté bancaire, il était nécessaire d'avoir effectivement une situation beaucoup plus stable du côté bancaire, notamment via une recapitalisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on voit bien que la situation n'a pas été uniquement localisée à la Grèce. On a vu, et on le voit ici sur ce graphique, des tensions assez fortes sur l'Italie, sur l'Espagne. On voit bien la problématique ici quand on regarde les spreads, c'est-à-dire les écarts entre les taux italiens et espagnols et les taux allemands. On voit bien qu'il y a une accélération assez sensible. La Banque centrale européenne est intervenue pour essayer de limiter l'impact, mais on voit bien qu'il y a encore une situation un peu fragile. Et puis le troisième élément qui accentue cette situation, cette nécessité d'intervenir sur le système bancaire, c'est la dégradation conjoncturelle. Et on l'a vu dans l'enquête de la Banque centrale européenne auprès des banques, les conditions de crédit se durcissent, la demande de crédit de la part des entreprises se dégrade. On le voit ici sur le graphique, vous avez deux indicateurs. L'indicateur des conditions de crédit se resserre un peu, remonte, c'est la ligne en violet, et puis la demande de crédit de la part des entreprises a eu tendance à baisser un peu. Donc, c'est la question qui est posée aujourd'hui en Europe, c'est que compte tenu de cette problématique de dette, qui sera probablement longue à résoudre, compte tenu de cette problématique conjoncturelle et de l'évolution des conditions de crédit, eh bien, les gouvernements souhaitent aujourd'hui éviter un crédit crunch, c'est-à-dire une contraction du crédit qui serait périlleuse, pénalisante pour l'ensemble de l'activité économique. Et donc, pour cela, il faut élargir la base de l'ensemble des banques avec probablement une recapitalisation et sûrement une restructuration de l'ensemble du secteur bancaire en Europe. Donc on est dans cet environnement. Alors après, il y a des polémiques sur la façon de recapitaliser. On a vu qu'Angela Merkel et Nicolas Sarkozy n'étaient pas tout à fait d'accord, notamment via l'utilisation du Fonds de stabilisation européen. Mais on a, comme ils l'ont dit lors de la conférence de presse le 9 octobre, il y a un mois, ils se sont donné un mois jusqu'au G20 du 3 novembre prochain, se sont donné un mois pour trouver la façon de faire. Deux remarques pour conclure. La première, c'est que dans cet environnement, les banques ont besoin de capitaux propres via notamment la réglementation, via BAL 3, qui est la réglementation bancaire qui se met en place progressivement et qui bouleverse assez sensiblement la façon de faire de la banque en Europe. Et donc, les banques ont besoin, pour respecter cette réglementation, d'avoir un peu plus de fonds propres. C'est très contraignant pour l'ensemble du système bancaire. Et puis, le deuxième point, on a vu des tensions sur les dettes européennes, sur les dettes italiennes ou espagnoles. On a vu que la Banque centrale européenne était intervenue pour réduire les tensions. Mais on voit bien aussi que pour régler la question financière en Europe, il est aussi nécessaire de savoir qui fait quoi, quelle est l'architecture exacte de la gouvernance européenne. Et ça, c'est une question qui reste à venir, qui reste à régler. Et tant qu'on n'aura pas réglé cette question, eh bien, les inquiétudes et les incertitudes sur le système financier européen perdureront. Je vous remercie.